Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour le point d'étape numéro 15 de Parlons Constitution. Comme d'habitude, on va résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais surtout on va résumer ce qu'on a vu récemment dans les 8 derniers épisodes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer rapidement sur tout ce qu'on a vu depuis le début. Je vais pas tout dire à l'oral. Si vous voulez vous en souvenir, lire ce qui est écrit, allez-y, mettez en pause, mais sinon je vais passer rapidement. Donc d'abord les aspects généraux de cette nouvelle constitution. Voilà. Ensuite, on a vu qu'il fallait garantir des droits fondamentaux. Puis, on a parlé des conditions pour être citoyen. Ensuite, on a vu le pouvoir législatif, avec notamment, je le rappelle, les deux modes de scrutin principaux, le scrutin, la méthode Borda, et le scrutin proportionnel. Donc, la méthode Borda, c'est ça, des bulletins types que je vous montre ici pour que vous compreniez, vous pouvez mettre sur pause. Donc voilà, c'est pour un vote à la méthode Borda modifié, c'est-à-dire que, pour moi, il faut que le non-classement soit sanctionné par une réduction de points. Ce qu'on voit bien ici, quand les 4 options sont mises, eh bien la première option obtient 4 points et ensuite c'est dégressif de 1 en 1 jusqu'à 1 point pour le dernier. S'il n'y a qu'une option mise, eh bien c'est un seul point. Bon, donc ensuite, rappel de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Donc ça c'est la proportionnelle. On connaît déjà, mais ici je vous le remets. On connaît déjà parce que actuellement pour les élections européennes, c'est un scrutin à la proportionnelle. Ensuite, on avait parlé de l'élaboration de la loi, tout le processus d'élaboration de la loi, avec des petites différences selon le type de loi, les détails sont dans les épisodes 26 et 27, et on avait aussi parlé de l'exception des ordonnances, à l'épisode 33. Après, on a parlé du gouvernement et du président de la République, qui n'ont pas les mêmes rôles qu'actuellement. Enfin, pour le gouvernement, si, c'est le pouvoir exécutif, mais le président, ce n'est pas le pouvoir exécutif, c'est un président droit, un arbitre. Un chef d'État, arbitre, gardien et représentant droit. Après, on a vu la responsabilité politique de l'exécutif. On a du coup discuté de la responsabilité politique du gouvernement, mais aussi du président de la République, qui certes n'est pas réellement le pouvoir exécutif principal, puisque c'est le gouvernement, mais en tant que chef d'État, il a quand même des petits pouvoirs exécutifs, notamment en termes de nomination de certains fonctionnaires, ou lors de ratification des traités internationaux. Bien, donc ensuite, on a vu le pouvoir judiciaire, et après, les référendums. Donc là, pour les référendums, je les ai mis dans un tableau, les différents référendums, pour moi, non ou oui, pourquoi, dans quelles conditions, tout est indiqué dans ce tableau. Pour certains types de référendums, je suis contre l'utilisation de référendums, et pour d'autres, je suis pour. Et bien sûr, tout ça se place dans cette constitution d'ensemble qui est dessinée dans Parlons Constitution. On s'était posé aussi la question, est-ce qu'il peut y avoir des référendums avec plus de 2 choix, avec plus que oui ou non? Pour moi, oui, c'est possible, mais sous certaines conditions plutôt strictes qu'on a vues dans l'épisode 44. Après les référendums, on a parlé aussi du tirage au sort. Alors là, j'ai remis d'autres choses sur le référendum, notamment l'initiative citoyenne, qui peut voter, le risque de plébiscite, et on avait aussi parlé du tirage au sort, quand y recourir, pourquoi, est-ce que pour moi il faut y recourir déjà, et surtout, pourquoi? Dans quelles conditions? Après ça, on avait parlé des élections, et là on commence à arriver sur les derniers épisodes. Pour les élections, on avait parlé des modes de scrutin, donc on avait présenté une liste plutôt exhaustive des modes de scrutin dans l'épisode 49, et je le rappelle, donc tout ce que je vais dire après c'est au suffrage direct et pas au suffrage indirect. On a donc la représentation proportionnelle à scrutin de liste, la proportionnelle nationale à la plus forte moyenne avec un seuil de 4%, pour les élections de la Chambre des Sages et 50% de l'Assemblée nationale. On a ensuite la méthode Borda modifiée, on a présenté ces modes de scrutin tout à l'heure au début du point d'étape, donc pour les élections du président de la République et de 50% de l'Assemblée nationale par circonscription, et aussi pour les votes dans les assemblées et pour les référendums, avec une proposition systématique de suppression ou rejet. Après, il y a le vote par approbation, qui est lui utilisé pour les votes à la Chambre des Sages, soit à l'unanimité des membres, ou à l'unanimité des suffrages. Ça dépend des cas, on l'a vu quand on a parlé des votes et de l'organisation au sein de la Chambre des Sages, épisodes 26 et 27. Bien, donc ça ce sont les 3 modes de scrutin principaux, les 3 modes de scrutin utilisés dans Parlons Constitution, qui sont pour moi importants, qui sont ceux à utiliser. On a un scrutin proportionnel, et on a des scrutins que j'appelle des scrutins consensuels, car ils ne cherchent pas la position majoritaire, mais la position la plus consensuelle.
Bien, je ne détaille pas, tout avait été dit dans l'épisode 49. Ensuite, le droit de vote. Le droit de vote, pour moi, c'est les citoyens actifs pour les élections à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, et pour l'élection du président de la République, c'est universel, donc tous les citoyens, passifs et actifs. Aussi, c'est important de noter qu'il ne faut pas qu'il y ait de vote collectif, sauf une procuration, car ça pose des problèmes d'influence et d'inéquité. Enfin, qui peut se présenter aux élections? Eh bien, la base, c'est qu'il faut être électeur, évidemment. Et il y a quelques autres règles qu'on a vues dans l'épisode 51, dont l'importance d'être résident pour les élections locales, c'est-à-dire de résider là où on candidate pour les élections locales, par exemple municipales, départementales ou régionales. On avait vu aussi les conditions plus importantes pour être président de la République, les parrainages citoyens, au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, chacun d'au moins 1% du nombre de parrainages minimum requis, nombre qui n'a pas été défini très clairement, mais on est plutôt parti sur 200 000, 300 000 parrainages citoyens. Aussi, il y a l'importance des déclarations de situation patrimoniale et d'activité et d'intérêt auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et auprès de la Cour constitutionnelle pour éviter des conflits d'intérêts. Bien, si il y a une majorité de vote blanc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revote avec d'autres options, sauf pour la proportionnelle, car ça n'a pas grand sens de changer les options pour un scrutin à la proportionnelle, puisque, en principe, tout ou presque toutes les options ont pu être déjà mises au vote. Et bien sûr, en tout cas pour moi, j'ai argumenté pour dans un épisode, mais pour moi il ne faut pas qu'il y ait le comptage des votes nuls et de l'abstention. Ensuite, concernant les élections, on a vu qu'il ne suffit pas d'avoir le droit de vote pour que le vote soit libre, et ça c'est important. Je vous remets le tableau, mais je rentre pas dans les détails, je vais pas relire le tableau, mais il y a toutes ces conditions-là qui sont nécessaires pour que le vote soit réellement libre. Si, par exemple, le vote n'est pas secret, eh bien il n'y a pas de vote libre, car il peut être influencé par le regard que les autres auront sur le vote que vous êtes en train de faire. Bref, le droit de vote, ce n'est pas juste voter, c'est aussi voter dans de bonnes conditions. Après les élections, on a parlé du calendrier électoral et de la stabilité gouvernementale. Le calendrier électoral, l'influence du calendrier électoral sur les élections, on avait commencé par ça. Il y a 3 facteurs déterminants, la durée du mandat, le mois d'élection et les pouvoirs de dissolution destitution. Si les durées des mandats étaient différentes, le problème persisterait. Il y aurait toujours une influence du calendrier électoral sur les élections. Pourquoi? Car si les élections se suivent, les résultats de la première influencent forcément la seconde. Mais si les élections ne se suivent pas, par exemple si les élections sont au milieu du mandat de l'autre, eh bien il y a un risque de vote sanction. Il y a toujours une influence du contexte du calendrier électoral, et du contexte en général. Seule l'abstraction, très difficile, du contexte par les électeurs peut limiter cette influence. La question c'est est-ce que c'est souhaitable de voter sans prendre en compte le contexte? C'était une question que je pose, j'ai pas réellement de réponse. Et selon ce qui est important pour soi, le contexte sera plus ou moins influent. Donc c'est difficile de faire une abstraction totale du contexte. Surtout que parfois le contexte donne des arguments énormes contre ou pour un parti politique, contre ou pour un candidat. Donc est-ce que c'est souhaitable de faire cette abstraction? Je suis pas complètement convaincu, c'est une question que je pose, je pense que dans une certaine mesure il faut essayer de faire abstraction du contexte, mais pas complètement. En gros, il faut regarder le contexte, voir comment il influence notre vote, et voir si ça donne une information, non pas sur le contexte et la difficulté de réponse au contexte, mais si ça donne une information importante qui va déterminer notre choix sur le parti ou le candidat. Car parfois le contexte est tellement difficile que n'importe quel candidat aurait eu du mal à s'en sortir et à paraître, positif, compétent pour répondre à ce contexte. Bon, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est posé la question s'il y allait avoir un fait majoritaire ou de l'instabilité gouvernementale. C'est une question vraiment essentielle, car par rapport à tout ce qu'on a vu sur les élections, comment sont élus les parlementaires, comment est nommé le gouvernement, comment est élu le président de la République, on peut se demander s'il y aura un fait majoritaire, ou s'il y aura plutôt de l'instabilité gouvernementale. Alors qu'est-ce que le fait majoritaire? Ce sont les députés, la majorité des députés, qui soutiennent de façon disciplinée le gouvernement. C'est ça un fait majoritaire. Alors y aura-t-il un fait majoritaire de la stabilité gouvernementale? D'abord, voyons les conditions du fait majoritaire. Il faut un mode de scrutin majoritaire, voire un mode de scrutin consensuel, qui permet aussi de dégager une majorité, mais pas une majorité de forme majoritaire, mais de forme plutôt consensuelle. Si vous n'avez pas exactement suivi la différence entre scrutin majoritaire et scrutin consensuel, vous voyez pas trop la différence.
Mais c'est pas important ici, retenez surtout qu'il faut qu'il y ait une majorité, un parti majoritaire. C'est une condition importante mais pas forcément nécessaire. Car une coalition peut aussi être disciplinée envers son gouvernement et avoir une forme de fait majoritaire. Le calendrier électoral favorable avec des élections qui se suivent permet aussi de dégager facilement, plus facilement disons, une majorité et un fait majoritaire. Si l'exécutif est fort et élu, il a une légitimité plus importante qui lui permet d'être mieux respecté et qui force l'autorité du gouvernement et la discipline des députés. Tout ce qui est parlementarisme rationalisé va aussi limiter les frondes des députés, va permettre de discipliner les députés. Alors enfin, fait majoritaire ou instabilité gouvernementale, plutôt de l'instabilité gouvernementale. Notez que je dis pas ici si l'instabilité gouvernementale c'est bien ou mal. Je rentre pas dans ce niveau de détail, allez regarder les épisodes sur le fait majoritaire et l'instabilité gouvernementale pour en savoir plus. Mais en gros, plutôt d'instabilité gouvernementale, car 50% des députés étant élus à la proportionnelle, il y a moins de chances de dégager une majorité stable. Donc ça dépendra du comportement des acteurs, notamment à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va y avoir une forme de maturité des députés? Est-ce qu'une coalition sera facile entre les différents partis pour former une majorité stable et plutôt disciplinée? Ça dépendra aussi du comportement du gouvernement et du président de la République. Notamment si ce dernier décide de refuser les motions de censure, notamment s'il souhaite nommer des directeurs en conformité avec la majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale ou pas. Bien, et en final, il faut un dosage, un équilibre qui est à trouver entre une stabilité sans soutien, c'est-à-dire un gouvernement qui ne change pas, qui reste là toujours en place alors qu'il n'est pas soutenu à l'Assemblée nationale, ou une instabilité toujours soutenue, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit un ministre, on change le gouvernement. Donc on est toujours soutenu, le gouvernement est toujours soutenu, mais il change tous les 4 matins. Pour moi, il faut trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. Ensuite, lors des 4 derniers épisodes, on a parlé des accords internationaux, des interventions militaires et aussi ce qu'on verra juste après, les états d'urgence et les pleins pouvoirs. Concernant les accords internationaux, la ratification des accords internationaux, c'est d'abord le gouvernement qui négocie les traités et accords internationaux et signe. Ensuite, il y a des contrôles obligatoires avant ratification, approbation par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Tiens d'ailleurs, il y a une petite faute là, Cour, pourquoi j'ai un T après Cour? Bon, il y a un T en trop, c'est pas grave. Passons à la suite. Toujours projet de loi d'autorisation devant l'Assemblée nationale. Pour qu'il y ait ensuite accord ou ratification, il faut une autorisation de l'Assemblée nationale. Et le veto scientifique est possible. Donc une fois qu'on a ça, le gouvernement approuve, ou le président de la République ratifie les traités. Il n'y a pas d'obligation pour le président de la République de ratifier les traités. Donc là, il a une forme de pouvoir exécutif, puisqu'il peut décider de ne pas ratifier certains traités. Ensuite, on a vu la déclaration de la guerre et l'intervention militaire, l'intervention des forces armées à l'étranger. Le gouvernement, il dirige l'armée. C'est le gouvernement, c'est pas le président de la République, c'est le gouvernement. Il dirige l'armée, il demande et initie les interventions. Il initie les interventions, pourquoi? Sans autorisation, pour une réactivité et un effet de surprise. Réactivité en cas de menace, en cas d'attaque, et effet de surprise pour des attaques qui ne seraient pas visibles, qui ne seraient pas prévisibles à l'avance du fait d'une discussion avant à l'Assemblée nationale. Mais sinon, l'Assemblée nationale, elle autorise les déclarations de guerre et les interventions de plus de 4 mois à la majorité absolue. L'Assemblée nationale peut s'opposer à une intervention militaire engagée par le gouvernement à tout moment. Si elle s'oppose, il y a un délai pour retirer les troupes de 14 jours si l'intervention est inférieure à 4 mois, ou de 30 jours sinon. Mais le gouvernement peut demander une augmentation jusqu'à 60 jours maximum à l'Assemblée nationale qui décide à la majorité simple d'accorder ou non cette augmentation du délai. Bien, et ensuite les 2 derniers épisodes c'était sur les états d'exception en cas de menace ou péril. L'état de siège d'abord et les états d'urgence qui sont à constitutionnaliser en partie, donc surtout pour les états d'urgence, les détails sont dans l'épisode 59. On a vu que les états de siège et d'urgence sont décrétés par les directeurs. Minimum 1, car en fait, les autres directeurs peuvent être empêchés. Ça peut arriver en période de crise, en période de menace, de péril, de danger, que certains directeurs soient empêchés, pour cause d'enlèvement, de décès, de maladie ou autre. Il faut donc au moins un directeur, si possible les 3. Ensuite, si ça dépasse 5 jours, si l'état de siège ou l'état d'urgence dépasse 5 jours, ça doit être prorogé par la loi. Donc, cette prorogation,
c'est une initiative gouvernementale et aucun amendement n'est possible. La loi qui est ensuite votée doit fixer la durée. Donc le gouvernement peut décider de déclencher un état de siège ou un état d'urgence pendant 5 jours. S'il veut faire plus, il dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale avec une durée qui est précisée dans le projet de loi pour aller jusqu'à, ça dépend ce qui est marqué dans le projet de loi, ça peut aller sur plusieurs mois. Ensuite, on a vu qu'il y avait une protection renforcée, d'abord avec les commissions de surveillance que je souhaite créer. Dès qu'il y a un état de siège ou un état d'urgence, il y a des commissions de surveillance à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages. Si on avait vu toute une partie sur la justice, notamment avec des recours plus rapides, des recours d'urgence. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Il faut aussi, pour moi, réfléchir à des plans et états d'urgence nouveaux face aux risques nouveaux, notamment l'état d'urgence sanitaire qui a été créé et supprimé pendant la période du Covid-19, de la pandémie de Covid-19. Et il vaut mieux les prévoir à l'avance plutôt que de les créer en réaction. Donc, prévoir les périls futurs, des états d'urgence sanitaires, ou en cas de menace climatique, mais aussi d'autres états d'urgence possibles, d'autres plans et états d'urgence, notamment en cas de cyberattaque. Là, je pense qu'en cas de cyberattaque de masse, il faut pouvoir se défendre et avoir un plan déjà pour répondre à ce type d'attaque. Et au niveau constitutionnel, mais pas que constitutionnel, au niveau législatif, au niveau gouvernemental, ça manque de plans, ça manque de penser les risques majeurs en amont. Bon, ok, et si c'est pire que tout ce que je viens de dire? Si il y a un problème, une menace vraiment très très grave. Dans ce cas-là, il faut pour moi qu'il y ait une dictature exceptionnelle contrôlée. C'est ce qu'on a vu à l'épisode 60, c'est ici pour rétablir les pouvoirs publics constitutionnels, c'est par exemple lorsque l'Assemblée nationale est menacée et prise d'assaut de façon grave, que le territoire est atteint, que le gouvernement vient d'être entièrement kidnappé, qu'il y a une insurrection de masse dans une partie de la France qui empêche au pouvoir constitutionnel, au gouvernement, au Parlement, d'asseoir son autorité, de faire respecter la loi. C'est en fait l'article 16 actuel de la Constitution, mais avec beaucoup plus de contrôle, on va le voir. D'abord, le président de la République déclenche et arrête les pouvoirs exceptionnels du gouvernement, donc c'est aux directeurs. Ils sont déjà 3, donc ils peuvent s'empêcher mutuellement de faire des bêtises. Aussi, c'est plus le président de la République qui détient ses pleins pouvoirs. C'est 3 autres personnes, c'est le gouvernement, donc les directeurs. Et, très important, les personnes qui exercent ces pouvoirs exceptionnels, ce ne sont pas ceux qui les déclenchent. Ils ne se donnent pas le droit eux-mêmes d'utiliser ces pouvoirs, c'est quelqu'un d'autre qui n'aura pas ces pouvoirs, qui va leur donner en cas de menace grave et immédiate et d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. À noter que si les directeurs sont tous empêchés, s'il n'y a pas de directeur ou s'ils sont empêchés, ça peut être parce que les directeurs n'ont pas encore été nommés à la suite d'une élection, ou parce qu'ils sont kidnappés, qu'ils ont été tués, c'est possible, ils sont tous malades, bon, peu importe. S'il n'y a pas de directeur, le président de la République prend les pouvoirs exceptionnels temporairement. Temporairement, car il doit nommer un directeur dans les 48 heures qui prendra les pouvoirs exceptionnels, et 2 autres dans les 72 heures suivantes, donc les 72 heures après ces 48 heures. Bon, et je précise pas, mais si le président de la République est lui aussi empêché, c'est le président de la Chambre des sages qui devient président par intérim et qui prend les pouvoirs exceptionnels temporairement, qui nomme un directeur, etc., etc. On en a discuté dans l'épisode 60 assez en détail, si vous voulez en savoir plus. Ensuite, chaque loi unanime est modifiable par les directeurs, sauf si 3/5 de la Chambre des sages s'y opposent dans les 24 heures. Normalement, les lois unanimes ne sont pas modifiables par les directeurs, ni par l'Assemblée nationale d'ailleurs, mais ils ne sont pas modifiables facilement. Là, c'est possible de les changer directement par les directeurs, tout comme les lois ordinaires peuvent être modifiées pendant cette période des pouvoirs exceptionnels par les directeurs. Et bien là, les lois unanimes, principales éminentes, peuvent être modifiées par les directeurs, sauf si 3/5 de la Chambre des sages s'y oppose dans les 24 heures. Aussi, concernant la demande à la Cour constitutionnelle, donc qui est prévue actuellement à l'article 16, eh bien, pour moi, les délais doivent être plus courts et la décision exécutoire. Ce n'est plus un simple avis public de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel actuellement, mais de la Cour constitutionnelle. Pour moi, sa décision doit être exécutoire. C'est-à-dire que si la Cour constitutionnelle dit les conditions ne sont plus réunies pour justifier des pouvoirs exceptionnels, de cette dictature exceptionnelle contrôlée, eh bien, dans ce cas-là, si elle dit c'est fini, le président de la République doit immédiatement arrêter les pouvoirs exceptionnels du gouvernement.
quitte à passer ensuite en état de siège ou en état d'urgence, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de menace, mais ça veut dire que les pouvoirs publics constitutionnels peuvent fonctionner de nouveau, par exemple, ou que la menace est moins forte, et que donc les pleins pouvoirs, les pouvoirs exceptionnels ne sont plus justifiés. Enfin, et c'est le dernier point qu'on a vu, c'est qu'à la sortie de ces pouvoirs exceptionnels, il y a une commission spéciale. C'est ce que je crée dans la Constitution, ça n'existe pas actuellement, mais pour moi il faut une commission spéciale mixte, un tiers de membres du gouvernement ayant exercé pendant la période des pleins pouvoirs, composé aussi à un tiers de membres de l'Assemblée nationale et à un tiers de membres de la Chambre des sages, donc de députés et de sages. Cette commission spéciale de retour à l'ordre constitutionnel sera là pour ratifier les lois qui ont été prises pendant cette période, donc par le gouvernement, ou si elle ne les ratifie pas pendant l'année qui suit la fin de ses pleins pouvoirs, alors ces lois seront abrogées. Bon, très bien, j'ai essayé de faire vite, mais encore une fois, c'est pas évident de rappeler tout ce qu'on a vu, même de façon résumée, durant les derniers épisodes, et durant l'ensemble de la série, c'est pas possible, c'est pas possible, ou alors faudrait vraiment résumer énormément, notamment avec ce magnifique schéma qui reprend les pouvoirs principaux et les institutions principales de Parlons Constitution. Il manque beaucoup de choses, évidemment, mais c'est déjà bien complet et assez difficile à lire et à comprendre, on va pas en rajouter. Alors, pour terminer, que nous reste-t-il à voir? On avait dit qu'il restait tout ça il y a quelques épisodes, il y a quelques points d'étape. On a fait depuis les conditions pour un vote libre, le calendrier électoral, on a vu également le fait majoritaire, l'instabilité gouvernementale, mais aussi, durant les 4 derniers épisodes, on a vu la ratification, l'approbation, la ratification des accords internationaux, les déclarations de guerre, l'état de siège, l'état d'urgence et les pouvoirs exceptionnels. Il nous reste donc tout ça à voir durant les prochains épisodes de Parlons Constitution. Il nous en reste donc encore pas mal, et la prochaine fois, on parlera du Conseil économique, social et environnemental. Ce sera pour l'épisode 61. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à dire à la prochaine, soit pour le prochain point d'étape, soit pour le prochain épisode. C'était Elsker, à bientôt!